En l'an 2000, un colloque sur la biosphère a eu lieu au Mexique. Paul Crutzen, qui est un chimiste, prix Nobel pour ses travaux sur la couche d'ozone, s'y est exclamé subitement « Nous ne sommes plus dans l'Holocène, nous sommes entrés dans l'Anthropocène ». Alors l'Holocène, c'était la dernière époque de la période quaternaire, qui a succédé à la glaciation de Würm. Et c'est une époque qui a été caractérisée par une stabilité climatique relative, dont les scientifiques aujourd'hui pensent que c'est celle qui a permis le développement de l'agriculture, de l'industrie, de toute notre civilisation humaine. Ce que veut dire Crutzen en parlant d'Anthropocène, c'est que les modifications apportées par l'homme au climat ont fait entrer la biosphère dans une nouvelle époque. Le système Terre est profondément altéré par les 1400 milliards de tonnes de CO2 que nous avons injectées dans l'atmosphère depuis 1750 en brûlant les ressources fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole. La concentration de CO2 y atteint maintenant 400 parties par million. Alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais il faut savoir que c'est un taux de concentration de CO2 qui n'avait pas été atteint depuis plus de 3 millions d'années. Ce qui fait que la plupart des espèces qui vivent actuellement sur Terre n'ont en fait jamais connu un climat aussi chaud. Il semble donc qu'il faille ajouter un nouvel âge à l'histoire de la Terre pour signaler qu'Homo sapiens est devenu une force d'ampleur tellurique. Crutzen écrit la chose suivante. L'humanité, notre propre espèce, est devenue si abondante et si active qu'elle rivalise désormais avec les grandes forces de la nature en termes d'impact sur le fonctionnement du système Terre. Cette histoire de la Terre, elle se lit d'abord dans les différentes couches géologiques qu'étudient des scientifiques qu'on appelle les stratigraphistes. Or, les traces de notre époque, urbaine, industrielle, chimique, nucléaire, sont parties pour rester pour des millions d'années dans les archives géologiques de la planète. Et ce, alors même que notre arrivée sur Terre est récente. Si on compare l'histoire de la Terre à une année civile, si on rapporte les 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre à une année symbolique qui courrait d'un 1er janvier à un 31 décembre, eh bien, Homo sapiens émerge il y a 200 000 ans, c'est-à-dire le 31 décembre à 23h35. Nous sommes un événement récent dans l'histoire de cette planète. Nous ne sommes là que depuis 25 minutes de cette année symbolique. Et la révolution industrielle, elle, n'a commencé que depuis 1,6 secondes. Elle occupe donc un temps qui est infime à l'échelle géologique et en même temps, elle a considérablement influencé l'ensemble du système Terre. Le concept d'anthropocène fait encore débat au sein de l'Union internationale des sciences géologiques. Mais si les scientifiques doivent encore valider la notion, dire qu'il s'agit bien d'un nouvel âge géologique, elle sert depuis une dizaine d'années à alimenter des réflexions et des travaux en écologie politique. Et c'est cela le thème de l'émission que je vais vous proposer. C'est une émission d'écologie politique. Quand est-ce que l'Anthropocène aurait débuté? La date que les scientifiques retiennent généralement est celle à laquelle James Watt dépose le brevet de la machine à vapeur, qui va être le début de la révolution industrielle, qui en est l'emblème. On est en 1784. C'est la raison pour laquelle on a décidé de tourner cette émission au Musée des Arts et Métiers, qui rassemble, à travers un certain nombre de techniques, d'objets manufacturés, toute une histoire de l'évolution technique, toutes les traces, toutes les preuves de cette civilisation industrielle. Mais cet Anthropocène, qui a commencé donc en 1784, n'est pas une période homogène. On peut classiquement le diviser en plusieurs phases. Il y en aurait une première qui courrait des débuts de la révolution industrielle, donc 1750 environ, à 1945. C'est une phase durant laquelle le projet industrialiste a modifié le globe en profondeur et a créé les conditions d'un décollage démographique, économique et aussi de la consommation, évidemment. On a présenté la Terre à cette époque comme un territoire à gouverner, dont il fallait exploiter au mieux les ressources, des ressources qui étaient pensées comme inépuisables. Ce qui s'est constitué au XIXe siècle, c'est ce qu'on peut appeler un géopouvoir, c'est-à-dire l'idée que les ressources de la Terre donnent du pouvoir si on en tire le rendement maximal, et que d'une certaine façon, il y avait une légitimité à faire cela. L'entreprise coloniale, par exemple, s'est beaucoup faite en ce nom du bon usage de la Terre, du bon usage des ressources. Les terres ne devaient pas forcément appartenir dans l'esprit des colons à ceux qui les occupaient historiquement, mais plutôt à ceux qui sauraient en tirer le rendement maximal.
Ensuite, de 1945 à 2000, a eu lieu ce qu'on appelle souvent la grande accélération. Les impacts des humains ont connu une poussée exponentielle et dans tous les domaines. La population générale, la population urbaine, la consommation d'eau, le nombre de véhicules motorisés, la déforestation ou le nombre de surfaces de terres exploitées. Sur le tableau de bord de l'Anthropocène, on pourrait dire que la plupart des courbes prennent cette forme exponentielle et que partant, la plupart des indicateurs sont à ce moment-là passés au rouge. Depuis 2000, enfin, s'est ouvert une troisième phase. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, dont les rapports sont ensuite décisifs dans les négociations climatiques, a établi avec un très haut degré de certitude que le changement climatique est principalement d'origine anthropique, d'origine humaine. Le pic de pétrole conventionnel a eu lieu en 2006, ça veut dire qu'on a consommé la moitié des ressources connues à ce jour, et l'extinction de la biodiversité s'est beaucoup accélérée, au point qu'on parle maintenant de 6e extinction massive des espèces. Pour autant, l'Anthropocène n'est pas un récit d'éveil. Comme l'ont montré deux historiens, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos, dans un livre qui s'appelle « L'événement Anthropocène », et c'est surtout sur ce livre que je me suis appuyé en préparant cette émission, on ne peut pas dire qu'il y aurait une phase de sommeil de 1800 à 1970 où on aurait été inconscient des dégâts que générait l'industrialisation et à quoi aurait succédé une quarantaine d'années depuis 1970 où on aurait petit à petit pris conscience de notre impact sur l'environnement et rectifié le tir et inversé le cours des choses. Ce scénario-là, il est trop simple. En réalité, beaucoup d'hommes, dès le XVIIIe siècle, avaient conscience de la nécessité de préserver les écosystèmes. Pour que le projet industrialiste s'impose, il a fallu que ceux qui le défendaient, ses partisans, lèvent un certain nombre d'inhibitions, montrent que les risques que faisait courir l'industrie aux équilibres entre les hommes et leur milieu étaient des risques qui valaient la peine et que les bénéfices sociaux qu'on allait en retirer étaient supérieurs aux coûts écologiques que ça pouvait représenter. Donc on ne peut pas dire qu'il y aurait eu une inconscience modernisatrice qui aurait été liée à une ignorance. Bien sûr, on sait beaucoup plus de choses aujourd'hui sur le fonctionnement des écosystèmes, et c'est notamment grâce au progrès scientifique qui a permis la civilisation industrielle qu'on a affiné comme ça nos connaissances. Mais à l'époque déjà, au XIXe siècle, il y avait un certain nombre de connaissances, et l'inconscience, elle a été fabriquée, elle a été progressivement façonnée. Les alertes environnementales, d'ailleurs, n'ont pas manqué dès le XIXe siècle. On peut penser à un auteur comme Henry David Thoreau, l'auteur de Walden ou La vie dans les bois, qui se retire pendant 2 ans à quelques kilomètres de Concorde pour tenter une expérience de vie en solitaire, et qui se montre dans ce livre très critique sur l'extension du réseau ferroviaire aux États-Unis, dans les années 1850. En France, on peut penser à Jules Michelet, l'historien de la Révolution française, entre autres, mais qui s'intéressait aussi beaucoup aux non-humains, aux animaux, et qui, dans son livre La mer, dénonce la chasse trop intensive, la surchasse et les massacres dont sont victimes un certain nombre de populations des océans, et notamment les cétacés. Une des envies que j'aurais dans cette émission, c'est de me pencher avec vous sur ces alertes environnementales et de voir ce qui les a permis et les effets qu'elles ont produits. A l'inverse, depuis que nous avons les moyens de mesurer la gravité de la crise, et on pourrait prendre comme date symbolique 1972, qui est la date de parution d'un rapport important, un rapport sur les limites de la croissance, qui est publié par Donella et Dennis Meadows, eh bien là, nous avons tous les indicateurs nécessaires pour mesurer la gravité de la crise écologique. Donc évidemment, une prise de conscience a eu lieu, mais on ne peut pas dire pour autant que les dégâts se soient arrêtés. Au contraire, depuis cette époque-là, ils ont été plutôt décuplés. Autrement dit, l'amplification de la crise écologique est plus rapide que le développement de la conscience collective que nous en avons. On n'est donc pas vraiment passé du sommeil à l'éveil, de l'ignorance à une connaissance qui nous permet d'agir, et on ne peut pas dire qu'on soit entré dans l'Anthropocène parce que nous ignorions ce qu'il en était du fonctionnement des écosystèmes, mais plutôt malgré des alertes environnementales répétées, et parce que les hommes, à différents moments de leur histoire, ont considéré que les gains en termes de confort matériel indéniable qu'a produit la civilisation industrielle étaient d'un intérêt supérieur à l'équilibre des écosystèmes qui existaient. Alors depuis qu'elle s'est répandue dans les milieux académiques, cette notion d'anthropocène a été pas mal critiquée, et une des critiques principales qui lui ont été adressées, c'est qu'elle laisse entendre que ce serait l'homme en général, cet anthropos qu'on entend dans le mot, qui serait responsable de cette situation et donc de la crise écologique. Or, ça ne veut pas dire grand-chose, l'homme en général ou l'humanité en général. En réalité, les responsabilités dans la dégradation de notre environnement, elles sont nettement différenciées.
On sait que Homo sapiens, en colonisant la planète, a par exemple provoqué peu à peu l'extinction de la mégafaune. Les tigres à dents de sabre, les lions d'Amérique, les mammouths en Europe, ce sont des espèces qui se sont éteintes progressivement aux alentours du néolithique ou un peu avant le néolithique, du fait d'une chasse qui n'était pas une chasse très intensive, mais qui, étant donné que c'était des espèces à reproduction très lente, a en fait suffi à provoquer petit à petit leur disparition, d'une façon plutôt inconsciente chez les hommes qui l'ont suscité. Ensuite, l'invention de l'agriculture lors de la révolution néolithique, et puis surtout son intensification, ont conduit à une déforestation massive dans pas mal d'aires culturelles de la planète. On est passé petit à petit à une monoculture de plantation qui s'est appuyée sur le système colonial, qui s'est appuyée en particulier sur la main-d'œuvre des esclaves et qui évidemment a provoqué une érosion de la biodiversité, puisque dans les plantations, c'est une espèce qui est cultivée et on n'a plus du tout ce principe de polyculture et d'équilibre entre plusieurs espèces qui s'aideraient l'une l'autre à résister à des prédateurs. On a aujourd'hui une anthropologue, Anat Singh, par exemple, qui travaille beaucoup en épidémiologie sur les champignons, qui s'attaque à ces plantations, et qui, plutôt que d'anthropocène, parle parfois à cet égard de plantationnocène, pour montrer que c'est vraiment ça, cette agriculture en monoculture, et puis le système colonial qui a été avec, qui a provoqué un changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, en fait, on pourrait dire qu'il a été double. Il y a donc d'un côté ce mode d'agriculture, et puis de l'autre, la révolution industrielle qui a vraiment poussé tous les curseurs dans le rouge progressivement, mais surtout à partir de 1945. Et ce, pour une raison simple, c'est qu'elle est fondée sur ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire sur la prise dans les sous-sols de ressources qui sont des ressources fossiles, qui ne peuvent pas se renouveler, et puis d'autre part sur des circuits commerciaux de plus en plus longs, au point qu'ils sont maintenant des circuits absolument mondiaux et qu'une marchandise, avant d'être consommée, peut transiter par 4 ou 5 pays. De ce point de vue, les principaux responsables de notre entrée dans l'Anthropocène, ce ne sont pas les hommes en général, mais ceux d'entre eux qui ont décidé de cette évolution, qui ont mis en place la révolution industrielle. Et puis d'autre part, ceux qui en ont bénéficié le plus tôt, donc dans les pays les plus anciennement industrialisés. Sur les 7,5 milliards d'hommes que compte la planète aujourd'hui, le problème écologique se focalise sur les 500 millions les plus aisés, parce qu'on vit malheureusement dans un monde où l'aisance est synonyme d'un impact plus fort sur la planète. Ce sont les plus aisés qui sont aussi les plus pollueurs. Et ce, dans un contexte très inégalitaire, où les inégalités augmentent de nouveau depuis les années 1980, comme c'est démontré par, entre autres, les travaux de l'économiste Thomas Piketty. Et on est maintenant dans une situation où les 1% les plus riches accaparent environ 50% des richesses produites chaque année. Et ces classes supérieures fixent par ailleurs des standards de consommation que les classes moyennes aspirent évidemment et très naturellement à imiter. Un Américain du Nord, par exemple, a une empreinte écologique qui est 32 fois supérieure en moyenne à celle d'un Éthiopien. Un peuple comme les Indiens Yanomami, que sont susceptibles d'étudier des anthropologues, qui chassent, qui pêchent, qui jardinent dans la forêt amazonienne, qui travaillent à peu près 3 heures par jour et qui n'utilisent pas du tout de ressources fossiles, un peuple comme celui-là, c'est bien évident qu'ils ne peuvent être tenus que faiblement responsables de la crise climatique dans laquelle nous sommes plongés. Donc, l'Anthropocène est fondamentalement un capitalocène. Ce que j'essaierai de faire tout au long de cette émission, c'est d'articuler critique du capitalisme et réflexion écologique. Une critique du capitalisme qui aujourd'hui ne prendrait pas en compte sa dimension écologique passerait en fait à côté des impacts les plus profonds, les plus durables de ce mode de production. Et à l'inverse, une réflexion écologique qui ne s'accompagnerait pas d'une critique du capitalisme se dépolitiserait, se désarmerait pour diagnostiquer précisément d'où vient la crise historiquement et pour essayer de trouver des solutions pour en sortir. Dans le deuxième volet de cet épisode pilote, je vais essayer de vous raconter pourquoi l'Anthropocène n'est pas une simple crise, mais vraiment une nouvelle époque, et en quoi il devrait nous permettre de redéfinir les coordonnées de notre débat politique et social.